Peut-être, donc, comme je le disais, juste en introduction, il y a quelques mots sur la Fonda, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Moi, je suis Bastien Delbach, je travaille à la Fonda en tant que responsable du Bouton, que je vais vous dire aussi c'est ce Bouton, peut-être de sonner un peu énigmatique. Donc d'abord, je cite que la Fonda, donc, est indiqué, nous sommes une association qui est depuis 1981 et qui, dans la continuité de son histoire, se fait le mot d'une défense qui n'a pas de vitalité démocratique sans vitalité associative. Deux sujets malheureusement très fortement d'actualité à la préservation de la vitalité démocratique et la vitalité associative, comme ça a pu être souligné malheureusement à maintes reprises au cours de cette introduction. Concrètement, la Fonda, en termes de missions que l'on porte, ce sont des missions à la fois c'est-à-dire des valorisations du fait associatif, puis à se connaître et faire reconnaître l'apport du fait associatif à la société. Et à cet égard, la Fonda joue un rôle important dans la structuration de paroles collectives du fait associatif auprès des pouvoirs publics. Et donc, elle joue un rôle important aussi dans l'émergence du mouvement associatif. Nos missions, alors aujourd'hui, c'est plus au cœur de missions aujourd'hui, sont des missions aussi, on va dire, d'éclairage, d'apporter des éléments de compréhension aux responsables associatifs et à leurs partenaires sur les transformations du monde associatif, sur les transformations des modèles associatifs, mais plus largement aussi sur les transformations de l'environnement d'action des associations. Et donc, la Fonda est un acteur généraliste qui s'adresse à toutes les associations, quel que soit leur domaine d'activité, et qui s'adresse aussi à tous les acteurs qui travaillent avec les associations, les collectivités, l'État, administration centrale et services déconcentrés, et les entreprises, même si on peine encore un peu à y toucher, mais ça a été dit par Timothée Linderley, je pense que c'est important de le souligner, il y a vraiment un levier à activer aussi sur ce lien entre associations et entreprises. Et enfin, donc on produit de la connaissance, mais on a aussi la peur que cette connaissance qu'elle soit utile à l'action collective, et donc on produit vraiment des outils, des méthodes qui viennent aider les acteurs de l'intérêt général à penser leur stratégie, penser leur dynamique de coopération et de faire ensemble. Et on n'a pas dit tout ça par deux pôles d'activité. Sur une structure modeste de 6 salariés, mais on a deux grands pôles, enfin deux pôles d'activité principaux. Un pôle laboratoire d'idées, think tank en bon français, qui est donc l'espace de production et de partage de connaissances. On donne beaucoup les outils de la prospective. Et à côté de ce laboratoire d'idées, on a ce qu'on appelle la fabrique associative, ou donc un tout tank en bon français, qui est donc l'espace dont je suis plus particulièrement responsable, qui s'intéresse justement aux enjeux de coopération entre acteurs de l'intérêt général et qui le fait en mobilisant à la fois, en menant des expérimentations d'impulsion, de structuration, d'animation de coopération. Je vais en faire l'écho à travers la présentation des restitutions d'exemples. On a un volet vraiment d'expérimentation. On a un volet ensuite de capitalisation. On expérimente, ensuite on produit de la connaissance avec dans l'idée de la diffuser. Et puis on va aussi proposer de la formation et de l'accompagnement sur ces sujets. Donc, encore un petit peu de QR code pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le récupérer. Et je veux dire quelques mots sur comment va se passer mon intervention. En gros, vraiment, mon idée, c'est vraiment de travailler sur deux grands temps. D'abord, un temps partons à la découverte de la coopération, mais si on doit réfléchir à comment est-ce qu'on peut la définir, mais on va le faire de façon collective, parce que ce serait quand même un peu dommage de parler de coopération, de ne pas essayer d'y réfléchir collectivement. Et puis, des supports aussi, quelles sont les notions clés qui s'associent à la coopération, parce que derrière ce mot de coopération, finalement, il y a plein de mots qui tournent autour. On va parler d'approche systémique, d'impact collectif, voilà, de ces mots-là qui sont en lien avec la coopération. Et une deuxième séquence sera consacrée vraiment aux outils. Alors, il a été dit que la coopération, effectivement, c'est pas qu'une méthode, et ça, je souscris totalement à cette idée, mais je pense aussi que la coopération a besoin de repères, d'éléments, un peu de méthodes, pour être pensée, pour être structurée. Donc, on travaillera un petit peu à voir. Alors, évidemment, il n'y a pas de mode d'emploi, de toute façon, mais vous ressentirez évidemment pas cette conférence avec un mode d'emploi qui, de toute façon, n'existe pas. Mais l'idée, c'est que vous puissiez repartir peut-être avec quelques repères et puis aussi quelques questions que vous pouvez garder en toile de fond dans vos activités futures sur les manières, justement, de faire vivre nos collectifs et vos coopérations. Et donc, on va tout de suite commencer par ce temps d'intervention, donc de réflexion collective sur la coopération. Vous avez le QR code qui reste affiché. Je vous demandais de réfléchir un petit peu en deux temps. Tout d'abord, on va se donner, alors ça va être rapide, hein, malheureusement, on dit souvent que l'un des problèmes de la coopération, c'est le manque de temps. Donc, voilà, aussi l'expérimenter concrètement, je vais vous demander d'avoir quand même un exercice qui va se faire rapidement, on va donner 5 minutes, mais je vais vous inviter à échanger avec vos voisins, à réfléchir autour de ces questions de qu'est-ce qui rend la coopération possible, quels en sont les ingrédients et les outils, hein.
De savoir ensuite qu'est-ce que permet la coopération, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle rend possible, et puis de terminer sur qu'est-ce que la coopération et qu'est-ce qu'elle n'est pas. Et je vous inviterai en parallèle de vos échanges à faire remonter des mots-clés via nos Lab. Ça va nous permettre de construire un duel un petit peu collectif des termes que vous associez à la coopération. C'est bon pour vous? Alors, c'est pas mal, vous avez déjà produit pas mal de choses. Je vais faire une petite mise en abîme pour dire que la coopération, c'est un ensemble de choses. Et ces trois questions visent aussi à penser ça. La coopération, c'est d'abord une attitude, une éthique, une façon d'être, une façon de travailler. Et là, finalement, vous venez déjà d'expérimenter par le dialogue, par l'écoute, qui sont des mots-clés d'ailleurs qui reviennent dans votre carte collective. Puis la coopération, bien sûr, c'est aussi justement cette capacité à produire quelque chose de façon commune, de façon collective. Et là, vous venez de produire, ça nécessiterait évidemment un approfondissement pour aller plus loin, etc. Et vous venez de produire quelque chose de collectif, quelque chose qui vient de représenter votre vision partagée de ce qu'est la coopération. Alors, je vais évidemment pas commenter chacun des mots-clés, ce serait trop long, mais j'en vois quand même quelques inforts qui ressortent. La notion de confiance, on la voit, elle est quand même vraiment au cœur de tout ce que vous pointez. Cette notion de confiance, du coup, elle rappelle, effectivement, comme je viens de dire, que l'attitude, enfin, que la coopération, c'est d'abord une attitude. Je viens employer même le terme grec de ethos, qui a donné lieu à éthique. Donc, ethos, c'est vraiment cette attitude qui est manifestée, encouragée par certaines valeurs et donc manifestée par l'idée de confiance, de dialogue, d'écoute. Donc, la coopération repose bien là-dessus. Elle repose aussi, c'est noté quelque part sur un cadre de confiance. Après, vous avez aussi noté plusieurs termes qui tournent autour de cette notion de faire ensemble, de co-construction. Il est que 1 plus 1 égale 3. Donc, autour de cette idée que c'est bien quelque chose qui va permettre de produire quelque chose de commun. C'est-à-dire aussi quelque chose qui produit davantage que simplement l'addition des personnes qui sont dedans, qui sont dans la coopération. Ça, c'est un point important de la définition de la coopération, c'est que la coopération, ça n'est pas une fusion, ce n'est pas une absorption de plusieurs structures en une seule et même entité, c'est bien plusieurs entités qui agissent de concert au service de valeurs communes, d'une vision partagée, et qui produisent quelque chose qui les dépasse, qui est plus fort qu'elles, qui est plus grand qu'elles. Après, voilà, vous avez noté aussi, alors je ne ferai encore pas tout commenter. Mais je trouve intéressant, c'est de noter que le terme de convivialité est revenu à plusieurs endroits. Convivialité, écoute, bienveillance, avec cette idée aussi justement de produire quelque chose qui est de l'ordre d'un collectif humain. Quelque chose aussi qui n'est pas simplement orienté vers l'action et le résultat et l'efficacité. C'est le département de la coopération, mais c'est aussi quelque chose d'humain. C'est avant tout une réalité humaine. Et ça, c'est important de bien le souligner. Donc voilà quelques éléments, quelques commentaires un petit peu rapides. Et donc, je vais faire un petit peu maintenant pour pouvoir revenir à ma présentation. Et bon, voilà, je voulais vous partager, mais partant quand même déjà des représentations, je vais tâcher de faire écho aussi à ce que vous avez pointé, partant de vos représentations, partant de votre échange, je voulais vous partager quelques notions en lien avec la coopération. Alors, on va essayer déjà de se risquer à une définition, parce que je pense qu'il n'y a pas de définition figée de la coopération. Et c'est pour cette raison que quand je définis la coopération, je m'appuie en fait beaucoup sur ce qu'en dit Éloi Laurent, que quelques ouvrages sont disponibles à la librairie. Éloi Laurent, il aime bien présenter la coopération un petit peu en contraste par rapport à la collaboration. Alors, ce contraste un petit peu dans cette définition de la coopération par rapport à la collaboration, sur quoi il repose? En fait, il repose sur deux choses essentielles, parce qu'on est à chaque fois dans des dynamiques, on parle de collaboration ou de coopération, on est bien dans des dynamiques de travailler ensemble, de faire ensemble. Mais ce qu'il y a de plus dans la coopération par rapport à la collaboration, ce sont deux choses essentielles. La première, c'est que dans la collaboration, on va souvent être plutôt sûr, il y a un projet qui est déjà un peu ficelé, qui est déjà avancé, puis on va essayer d'y agréger des partenaires. Dans la coopération, on est dans l'idée de co-construire une œuvre commune. J'emprunte cette idée à l'Institut des territoires coopératifs, qui lui-même s'appuie sur l'étymologie du terme coopération. Co-construire une œuvre commune ou être co-auteur d'une œuvre commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fondement même de la dynamique collective que l'on va porter, il y a va se situer cette intelligence collective. C'est pas, il y a un projet et on va chercher à agréger des partenaires, c'est on partage des problématiques, on partage des intuitions, on partage des représentations du territoire, et ensemble, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on veut bâtir, vers quoi on veut aller, quel est l'horizon de transformation. Déjà, dans cette idée de coopération, c'est de se dire que depuis la définition du projet
jusqu'à sa mise en œuvre. Et en passant, je dirais, par son évaluation, sa structuration, sa construction, etc., on est toujours dans une logique de construction commune, qui va au-delà d'une logique contractuelle. Donc, il y a aussi, et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque acteur qui est co-auteur de cette coopération, ben, il garde son identité propre, et ça, il faut vraiment le redire, la coopération, c'est pas la dissolution de son identité dans un truc plus grand, c'est au contraire la valorisation de son identité dans une contribution, enfin, dans un projet commun, et de la contribution qu'on peut avoir à ce projet. Donc, chacun garde vraiment son autonomie, garde son indépendance, mais est lié par ce projet commun, et même au-delà du projet, par sa vision commune. Donc ça, c'est le premier élément distinctif de la coopération, c'est cette idée d'œuvre commune, où on concourt à chaque instant. Enfin, tout le monde concourt à chaque fois. Le deuxième élément distinctif de la coopération par rapport à la collaboration, ça a été dit un petit peu à travers le projet qui a été présenté en introduction, c'est que effectivement la coopération, c'est pas que de la méthode, c'est pas juste de l'addition d'actions. C'est aussi, vous avez souligné le terme de convivialité, c'est aussi tout simplement une réalité humaine. Et dans cette réalité humaine de la coopération, Éloi Laurent, je trouve une phrase très très forte qui est de dire qu'on est des pédagogues les uns pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la coopération, on apprend en permanence les uns des autres. On est en permanence à l'écoute les uns des autres et on se transforme de soi-même à travers la coopération par l'écoute que l'on a les uns des autres. Et ça, c'est assez fondamental. Et ça dit une autre chose. Ça dit aussi que la coopération, si au départ on ne coopère pas pour coopérer, ah tiens, si on coopérait pour coopérer, on coopère parce qu'on a envie d'encourager l'engagement sur son territoire, on coopère parce qu'on a envie d'améliorer la situation des jeunes, on coopère quand même pour une cause, une valeur. Mais en fait, quand on rentre dans cette dynamique de coopération qui est une réalité humaine, il faut aussi considérer que la coopération est une fin en soi. C'est pas sa seule fin. Évidemment, c'est pas la finalité de la coopération n'est pas juste l'entretien de la coopération, mais elle peut devenir aussi une fin en soi. Il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de la coopération. Et dans ce prendre soin de la coopération, il y a cette idée, effectivement, on est toujours à l'écoute les uns des autres, on apprend les uns des autres. Ça veut dire que si la coopération permet de bâtir des projets, elle permet aussi de bâtir du collectif, elle permet de bâtir des projets qui sont évolutifs, qui se transforment, qui évoluent dans vraiment deux éléments distinctifs, je crois, qui vont définir la coopération, qui en font quelque chose de très exigeant. Alors après, juste un préalable aussi pour dire qu'il faut pas être intimidé par cette définition. On peut dire, voilà, c'est complètement inatteignable. Il faudrait qu'on fasse tout le temps ensemble au même moment. Il faudrait qu'on accepte parfois aussi d'avoir des temps qui sont juste des temps non productifs, mais d'écoute, de dialogue. C'est très exigeant, d'autant plus dans les contextes dans lesquels on évolue. Donc effectivement, cette définition est intelligente. On la réussit pas toujours, hein, et dans toutes les démarches que j'ai pu accompagner ou les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, parfois, effectivement, on est peut-être parfois plus dans la collaboration que dans la coopération, mais avoir cette vision de ce qu'est la coopération nous permet de nous rappeler aussi le sens profond de ce pourquoi on travaille ensemble, et donc, c'est important d'essayer de maintenir cette exigence, autant que possible. Pour poursuivre cette définition de la coopération, alors les slides sont un peu bavards, je vais pas vous les lire intégralement, mais en tout cas, vous avez mis à disposition après tout, donc voilà, je le précise, je ne fais pas la lecture intégrale des slides, mais c'est un support auquel vous pourrez avoir accès ensuite. Et donc, voilà, je vais dire que la coopération, pour moi, elle est reliée aussi à une autre notion, et celle de l'approche systémique. Alors, pourquoi faire ce lien entre les deux? Ça vient aussi dire pourquoi c'est important de coopérer. En fait, dans l'approche systémique, c'est plutôt une manière de se représenter les problématiques auxquelles on est confronté. Dire l'approche systémique, elle repose sur deux idées simples. Elle s'oppose en fait d'abord à la pensée linéaire. La pensée linéaire, c'est il y a un problème, on va définir une solution. Dans l'approche systémique, on va plutôt se dire qu'une problématique, elle est toujours déterminée par un ensemble de facteurs. Et que donc, il faut essayer de comprendre les interactions entre les éléments d'un même système. Bon, ça va assez bien avec l'idée d'une approche territoriale. Si vous voulez penser la question, par exemple, de l'emploi à échelle territoriale, vous n'allez pas simplement être schématique et vous dire, il y a des demandeurs d'emploi, il faut leur donner des offres d'emploi. C'est un élément de réponse au problème, et de se dire aussi, sur mon territoire, qu'est-ce qui va être un frein à l'emploi? En quoi il y a des difficultés peut-être liées à la mobilité? En quoi il peut y avoir une difficulté liée à des problématiques de santé? En quoi il y a des difficultés liées à la présence de tel acteur ou non sur mon territoire? Donc, l'intérêt de l'approche systémique, c'est de penser une problématique en tenant en compte les différentes composantes d'un système. C'est une manière de penser la complexité. C'est une manière de dire qu'un problème, il a plusieurs causes et il a plusieurs conséquences. Derrière, alors pourquoi c'est intéressant de penser cette approche-là? Ben, ça permet d'avoir une représentation plus riche des enjeux, et donc ça permet de porter des réponses plus adaptées. En quoi la coopération vient en regard de cette idée de l'approche systémique?
En fait, c'est assez simple, c'est que dans une approche systémique, je le redis, on considère qu'il y a plusieurs causes et plusieurs conséquences à un même phénomène. Et donc, si vous voulez agir sur tout ça, ben, un seul acteur, aussi puissant soit-il, aussi performant soit-il, un seul acteur, agissant de façon isolée, ne pourra pas avoir une réponse plus adaptée que le feront des acteurs qui travaillent ensemble. L'exemple l'ouverture pardon, j'ai oublié le nom j'ai noté de Léo pour le monde, voilà, mettait bien en lumière comment est-ce que quand on construit un projet, en fait, on va viser sur la complémentarité. Les missions locales apportent une connaissance des jeunes, les associations apportent une connaissance des outils de création, de comment on fait vivre un espace culturel. Eh ben, le projet, il est plus riche, il est plus fort, il a plus d'effets, parce que justement, on s'appuie sur les expertises de chacun, parce qu'on a pensé notre action en tenant en compte de ces différentes dimensions. Donc voilà, je vais vraiment mettre l'accent sur cette idée de penser les liens entre approche systémique et coopération, parce que la coopération permet en fait de miser sur la complémentarité des acteurs et donc d'apporter des réponses plus fines, plus adaptées à l'ensemble des dimensions d'un problème que l'on a. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je peux peut-être dire aussi quand même que cette notion de coopération, aujourd'hui, elle est quand même présente dans de nombreuses politiques. Je vais pas toutes les citer, je vais pas toutes les détailler, mais déjà, je voudrais citer les objectifs de développement durable qui ont été adoptés il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans même maintenant, qui semblent malheureusement bien lointains, mais c'était une époque où quand même, à l'échelle internationale, on pensait que pour répondre aux grands problèmes structurants de notre société, il fallait à la fois les penser justement de façon transversale, donc avec une logique systémique, c'est-à-dire de se rappeler qu'on ne peut pas répondre aux enjeux environnementaux sans tenir compte des aspects sociaux et des aspects économiques et inversement, et qu'en fait ce vers quoi on devait aller collectivement, c'était tout simplement vers une prospérité partagée qui résorbe les inégalités tout en préservant l'environnement, et qu'il fallait tenir ensemble systématiquement les maillons de cette chaîne. C'est un des enseignements des objectifs de développement durable, les lectures systémiques à échelle internationale et qui peut se décliner à toutes les échelles locales de l'action. Et l'autre enseignement des objectifs de développement durable, c'est de se dire que rien de cela ne peut se faire sans coopération. Il faut faire ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable, donc voilà, une prospérité partagée qui résorbe les inégalités tout en préservant l'environnement. Le contexte international, malheureusement, est bien loin de cette vision-là. Je crois que c'est précieux de se la rappeler. Et donc, d'autres politiques publiques aussi mettent en avant cette notion de coopération. Donc, on peut penser aux cités éducatives qui partent du principe qu'il faut faire travailler ensemble sur la période de 0 à 25 ans les acteurs éducatifs, évidemment, acteurs de l'éducation nationale, mais aussi avec les acteurs de l'éducation populaire, les acteurs de l'accompagnement vers l'emploi, les centres sociaux, les acteurs associatifs de façon large, pour répondre aux enjeux d'éducation des jeunes et leur permettre de favoriser à la fois le développement de leur citoyenneté et leur insertion. Je vais pas toutes les reprendre. Après, il y a des pôles territoriaux de coopération économique aussi, qui sont des dynamiques de coopération. Les allocations prévues avec la convention territoriale globale pensent les projets sociaux territoires en tant que logique de coopération. Donc, il y a quand même quelque chose, voilà, qui est présent aujourd'hui un peu en toile de fond sur le rôle de la coopération. Néanmoins, une fois qu'on a dit cette importance de la coopération, il y a quand même un angle mort et je parle souvent des objectifs de développement durable. Je disais tout à l'heure, dans les objectifs de développement durable, la coopération est un fondement essentiel de l'atteinte de ces objectifs. C'est ce qu'on appelle donner les 17. Mais malheureusement, souvent, tout ça est livré sans note d'emploi. Concrètement, comment on peut s'y prendre pour réussir ces coopérations? Parce que là, ce que j'en pense, c'est à la fois quelque chose quand même extrêmement positif, hein, la coopération comme étant une manière de répondre vraiment à tous les enjeux structurants que l'on rencontre, tout en misant sur la complémentarité de chacun. Mais en fait, c'est aussi exigeant et difficile. Et le problème, souvent, c'est qu'on manque un peu de repères méthodologiques pour pouvoir s'y prendre. Alors, parfois, on dit que la coopération, c'est pas inné, mais ça s'apprend. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que la coopération, c'est inné. On a tous une penche vers la coopération. Néanmoins, déjà, peut-être que les habitudes de vie en société peuvent défaire cette habitude, ce penchant vers la coopération. Et surtout, la coopération, si on ne la cultive pas, si on ne l'entretient pas, effectivement, elle peut se perdre, elle peut se défaire. Et puis, il faut quand même, effectivement, se donner des repères pour vraiment la faire vivre. Et donc, moi, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est une approche méthodologique
de cette notion de coopération, qui est celle de la stratégie d'impact collectif. C'est pas la seule. Il y a des tas de méthodes, il y a des tas de façons de travailler la coopération qui sont possibles. Je ne prétends pas vous dire la seule et unique méthode, parce qu'une fois encore, c'est-à-dire ça n'existe pas. Il n'y a pas d'unique méthode pour faire de la coopération. Mais je pense que pour quand même faire de la coopération, on a besoin, alors vous l'avez dit, de volonté, d'écoute, de dialogue, de créer un certain nombre de postures, mais on a aussi besoin de repères méthodologiques, parce que derrière, c'est ça qui va permettre de faire vivre et installer cette coopération dans la durée. Et donc, cette approche de l'impact collectif est celle qu'on utilise nous beaucoup à la Fonda et qui me paraît assez intéressante justement pour faire vivre cette dynamique de coopération. Cette stratégie d'impact collectif, elle est intéressante aussi parce qu'elle est très documentée. Elle a émergé il y a une dizaine d'années dans une série d'articles de la Stanford Social Innovation Review. Mon accent est perfectible, mais ce qu'on c'est de se dire voilà, que cette revue dédiée à l'innovation sociale a produit une série d'articles concernant cette question donc, de l'impact collectif. Donc, donc, a produit une série d'articles sur cette question-là, avec du coup l'intuition que je vous ai évoquée tout à l'heure, qui est que nous faisons face à des problèmes complexes et que pour faire face à la complexité de ces problèmes, mais en fait, aucun acteur, aussi isolé soit-il, ne pourra apporter de réponse plus adaptée que ne le feront un ensemble d'acteurs agissant ensemble. C'est ça l'idée d'un impact collectif. Et l'autre idée qui est quand même aussi d'impact collectif et qui, je pense, est importante, à l'heure on est vraiment un petit peu toujours dans l'invention de créer des nouveaux projets, faire de l'innovation, etc., c'est de se dire aussi que parfois, pour répondre à un problème, avant de chercher à tout prix à créer une nouvelle solution, ou un nouveau dispositif, ou une nouvelle politique publique, ou que sais-je encore, en fait, parfois, il faut peut-être tout simplement commencer par identifier ce qui existe déjà, ce qui fonctionne, et voir comment on peut créer des complémentarités entre tout ce qui existe déjà. C'est-à-dire que parfois, la solution, elle ne réside pas tant dans le fait de faire émerger encore quelque chose de nouveau, que dans le fait d'être en capacité de relier l'existant. Et c'est l'idée même de l'impact collectif. L'impact collectif, c'est on relie des actions entre elles pour produire des réponses adaptées, pour produire des réponses plus cohérentes, c'est-à-dire plus en phase avec les besoins des personnes et des territoires, en s'appuyant sur les compétences de chacun. Alors, parfois, il peut y avoir besoin, vraiment, pour qu'il peut y avoir du manque, et donc le fait de faire émerger des choses nouvelles, mais avant de faire ça, il faut quand même justement essayer de valoriser ce qui existe. Et donc, dans cette démarche d'impact collectif, il y a l'idée que il faut qu'on s'appuie un petit peu sur 5 repères. Vous avez une question sur qu'est-ce qui rend possible la coopération, les ingrédients de la coopération. L'approche méthodologique de l'impact collectif identifie, on va dire, 5 repères, 5 grandes composantes de l'impact collectif. La première, c'est le fait de construire une vision commune. Ça a été dit pas mal dans l'introduction, c'est ressorti aussi de votre manuel de mots. C'est essentiel quand on construit de la coopération de se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, vers où on veut aller, c'est quoi les valeurs que l'on porte ensemble et qu'est-ce que l'on veut transformer, qu'est-ce que l'on veut améliorer. La vision commune, c'est vraiment l'horizon qui donne sens à son action. Et c'est important de se donner du temps pour le construire. L'autre composante de l'impact collectif, c'est le fait d'avoir des actions qui se soutiennent mutuellement. Ça a été très bien illustré par la présentation en ouverture de Léo pour le Monde, en de travailler sur cette complémentarité, de venir se dire, OK, on a une ambition commune, on a une volonté commune, améliorer l'engagement sur notre territoire, rompre l'isolement des personnes âgées, accompagner les jeunes pour qu'ils accèdent au bien-être, renforcer la santé mentale sur notre territoire. Enfin, voilà, on peut avoir une série de visions communes, mais derrière, il faut être en capacité de visualiser, de modéliser comment chacun contribue à l'atteinte de cet objectif. Ensuite, l'autre condition de l'impact collectif, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un système d'évaluation partagée. Dans les contributions là au tout début sur la question initiale qui vous a été posée, j'ai bien dit que voilà, il faut que les associations rendent des comptes. Alors, je n'aime pas trop cette idée de rendre des comptes, mais il est vrai qu'il y a ce besoin. Bien sûr, on construit des rapports avec des associations sur la conscience et des coûts, mais il y a aussi des idées de redevabilité partagée. Évidemment, il faut qu'on s'assure que les actions qu'on porte répondent bien aux besoins des personnes et des territoires, sont bien en phase avec les objectifs et la vision que l'on porte. Du coup, l'impact collectif doit reposer sur cette idée d'évaluation partagée. Mais du coup, il apporte de l'évaluation qui est construite collectivement, qui est une évaluation au service de l'action et qui peut se faire chemin faisant. Ensuite, l'impact collectif, il va aussi reposer sur une communication permanente. Et cette idée-là, elle est claire. Et il va aussi reposer sur l'idée de fonction de soutien. Alors, je disais tout à l'heure que la coopération, c'est pas, le fondement de la coopération, c'est pas de faire de la coopération pour la coopération, mais que la coopération, elle a comme une valeur en elle-même, et à un moment donné, il faut la cultiver. C'est le sens de la fonction de soutien. C'est de se dire,
et ce sera après la question que je vais vous poser aussi, c'est de se dire que souvent, on fait déjà de la coopération. C'est pour ça que je disais que potentiellement, c'est inné la coopération. Mais par contre, on s'en rend. Et le problème, c'est que quand on fait de la coopération sans s'en rendre compte, ben derrière, les liens humains qui se sont créés, les formules de dynamique qu'on a créées, ben ils peuvent se diluer, ils peuvent se perdre parce qu'à un moment donné, une personne part sur un autre poste, part à la retraite, ou autre. Et le fait d'avoir une fonction de soutien, c'est le fait tout simplement de dire qu'il y a des compétences, des missions qui sont dédiées au fait de faire vivre cette coopération. Et la fonction de soutien, c'est le fait de le rendre visible et de pouvoir attribuer des ressources, des moyens, des personnes, des compétences pour faire vivre cette coopération. Ça, c'est vraiment voilà, essentiel quand on parle de coopération, de réussir à visualiser cette fonction de soutien, qui va jouer un rôle vraiment de cohérence. Alors, après, la fonction de soutien, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un acteur extérieur, ça peut évoluer dans le temps, mais c'est quelque chose qui doit être pensé dans la coopération. Et souvent, c'est un impensé de la coopération. Il y a des tas de dynamiques de coopération qui existent, mais qui n'ont pas conscience d'être de la coopération et qui se diluent et qui se perdent, faute justement de formalisation de cette fonction de soutien, et plus largement, faute de formalisation de ces composantes de l'impact collectif. Alors, je vais maintenant vous redonner un petit temps, alors pas qu'on soit, faites attention à beaucoup de temps, je vais vous redonner un temps d'échange entre vous, de 2-3 minutes, pour voilà, échanger librement, et je vais après faire transformer la question ouverte aussi. Vous inviter à échanger librement autour de ces questions. À la fois, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans le fait de mettre en œuvre des coopérations, parce que c'est le fait de manquer de temps, le fait de manquer d'outils, de manquer d'ingénierie, autre question à échanger entre vous, est-ce que vous avez pu mettre en place des ressources, des leviers, des outils qui vont correspondre justement tout à une de ces composantes de l'impact collectif. Donc, je vais vous mettre à jour la question là qui vous permettra de répondre à ça et on essaiera de partager. Je vais pas commenter les résultats. Alors, du coup, je vais laisser la question ouverte. Hein, si vous voulez encore apporter des compléments, ce sera intéressant parce qu'on pourra les partager aussi pour les faire figurer au compte rendu de l'événement. Et donc, on voit que vous êtes quand même plusieurs voilà, à avoir travaillé cette question de la communication, de la vision. La question de la fonction soutien, elle est quand même une question chez certains, chez 3 personnes, mais ça reste quand même encore quelque chose de plus difficile à se représenter. Et donc, voilà, je vous laisse ces questions un petit peu ouvertes et je vais reprendre votre attention pour encore 2-3 minutes. Je vais tâcher de rattraper le retard. Je vais finir vraiment en partageant un petit peu quelques outils qu'on peut mobiliser justement pour atteindre ces conditions d'impact collectif. Le premier outil que je voulais vous partager, notamment sur la question de la construction d'une vision partagée, c'est vous dire que vous pouvez mobiliser des outils de prospective. Alors, prospective, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, on peut, avec des ressources, avec ces ressources, trouver vraiment des leviers pour faire de la prospective. L'idée, en fait, pour construire une vision partagée, c'est vraiment d'aller travailler d'abord sur des temps de diagnostic, de se doter d'outils vont permettre d'aller repérer des phénomènes qui sont là sur son territoire, d'aller repérer quelles sont les grandes tendances, les grands phénomènes et qu'est-ce que ça peut transformer. Et le travail, en gros, c'est un travail à la fois d'exploration et ensuite de priorisation, de voir les sujets qui nous préoccupent davantage. Et donc, voilà, c'est ce que vous voyez à travers les petits schémas qui sont là. Hein, tout simplement, on observe un ensemble de tendances par rapport à un sujet concret et ensuite on va classer ces tendances pour comprendre ce sur quoi on doit agir. Alors, je vais un petit peu vite là-dessus, mais du coup, vous dire derrière que ce travail d'exploration et ce travail de construction de la vision partagée, il peut se construire derrière avec ce qu'on va appeler une fiche d'identité de sa coopération. Une fiche d'identité de sa coopération, c'est un petit document tout simple qui vient rappeler ce que l'on veut faire ensemble, qui en même temps va aussi être utile pour présenter sa coopération. Où on va rappeler, bon, là, l'exemple que vous avez, c'est sur une coopération avec laquelle on a pu travailler avec la maison des associations de Morlaix sur des questions donc, de transition alimentaire. Et donc, dans un premier temps, on va venir rappeler qui sont les acteurs présents, rappeler aussi ensuite quelle est la question portée ensemble. Donc ça, c'est un outil assez intéressant d'ailleurs à utiliser pour structurer sa vision partagée, de formuler une question. En l'occurrence, pour les acteurs, c'était comment se dériver vers plus d'autonomie alimentaire en encourageant un modèle respectueux du vivant. Aujourd'hui, ça permet de faire vivre, enfin, cette question, l'impulsion par cette question permet de faire vivre aujourd'hui une sécurité sociale de l'alimentation au pays de Morlaix. Et donc, voilà, vous savez, c'est l'outil qui va vous permettre de rassembler tout ça, de dire ce que vous portez en dessous. Ensuite, alors, c'est un peu accéléré, hein, je m'en excuse, mais ensuite, vous avez un autre outil qui va être l'outil de la cartographie. On évoquait donc un des contenus, des conditions d'impact collectif, c'est d'avoir des actions qui se soutiennent mutuellement. C'est assez puissant, c'est assez utile de venir modéliser par une cartographie, justement, cette complémentarité. Donc là, je donne un autre exemple qui est issu d'un travail qu'on a mené avec la Maison des associations de Mulhouse, donc qui a permis d'associer différents charges de la vie et différents acteurs associatifs autour de la question de l'engagement des jeunes. Et donc autour d'une question directrice qui était
comment on va favoriser la participation des jeunes à la vie de la cité, avec deux questions intermédiaires qui étaient de savoir comment est-ce que, d'une part, on accompagne les jeunes dans l'identification de leurs capacités contributives et comment est-ce qu'ensuite on travaille à structurer la coopération entre eux. Et cette cartographie, alors, ça, je vous la fais très rapidement, elle vient dire tout simplement que travailler l'engagement des jeunes, c'est prendre une problématique sous ses différentes composantes. Donc, permettre l'engagement, c'est certes offrir des espaces d'engagement, c'est encourager le bénévolat, c'est permettre la prise d'initiative, mais c'est aussi permettre le développement des capacités des jeunes, faire en sorte qu'ils se sentent capables, autonomes, notamment pour les jeunes qui sont en situation de décrochage. Et donc, on a distingué sur cette cartographie les différents axes de ce que va être une politique de soutien à l'engagement des jeunes et qui y contribue à chaque endroit. Et cet outil-là, et cette cartographie, qui est pas très belle, je vous l'accorde, et derrière, en fait, elle a permis aussi de construire une boussole d'orientation qui fait que quand quelqu'un accueille un jeune sur le territoire de Mulhouse, même s'il n'est pas en capacité de répondre aux besoins exprimés par le jeune en matière d'engagement, il sait qu'il va pouvoir l'orienter vers la maison des associations s'il veut créer son association, l'orienter vers la mission locale s'il est un peu en décrochage et qu'il a besoin d'être accompagné pour aussi comprendre quelles sont ses appétences et ses envies, etc. Et donc, voilà, à travers cette cartographie, vraiment, on rend visible comment chacun contribue à la vision partagée. C'est vraiment cette idée de la complémentarité. Ensuite, autre outil, moi je vais pas m'attarder sur celui-ci, mais dernier outil que je voulais vous partager, c'est aussi l'idée de charte de coopération. C'est une fois encore important de venir modéliser ce que l'on veut faire à travers cette coopération, donc l'idée de rédiger ensemble une charte de coopération autour de quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs, mais aussi quelles sont les règles de fonctionnement dont on se dote, parce qu'il faut quand même aussi, voilà, avoir des règles, même si la confiance est là au départ, à un moment donné, il faut se doter de règles de fonctionnement. Et cet outil-là permet aussi de faire vivre la coopération. Là, vous voyez un exemple de charte qui est représenté de façon graphique autour vraiment du coup de qui sont les acteurs qui sont présents dans cette démarche-là, de quelles ressources ils vont utiliser, autour ensuite de quels objectifs, l'idée de renforcer les solidarité, coopérer, mais aussi avec quels principes et quels modèles d'action. Vous pouvez le faire par écrit, par des modèles visuels et autres. Voilà. J'en viens au terme de cette présentation. Alors, sur les outils pour accélérer la présentation, ça vous donnera une lecture plus complète et plus détaillée. Et donc, en conclusion, vraiment, l'idée de cette intervention, c'était de vous permettre de réfléchir sur cette opération, de voir en quoi vous en êtes déjà acteur, et que ces échanges vous ont permis de prendre conscience déjà des dynamiques que vous portez et de commencer à échanger avec vos voisins. On a essayé de vivre une expérience de coopération à échelle miniature avec le dialogue, l'écoute, de la construction collective. Et donc, les mots d'ordre de cette présentation sont de dire la coopération, c'est quelque chose qui se cultive. Ça a permis de répondre aux enjeux des besoins, aux enjeux des personnes et des territoires de façon plus coordonnée, de façon plus cohérente et plus pertinente, avec plus d'impact. Et ça suppose quand même de s'appuyer sur un certain nombre de repères et d'être cultivé à travers un certain nombre d'outils de méthodes. Voilà, en quelques mots, la synthèse de cette présentation qui, j'espère, vous donnera des pistes pour prolonger la réflexion.